Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Oser se lancer. Aujourd'hui, je reçois Christian Junot. Christian Junot, il est spécialiste dans la relation à l'argent et il aide beaucoup de thérapeutes, de coachs à améliorer leur relation à l'argent. Il a écrit un super livre que je mettrai en commentaire qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Et j'ai décidé de l'interroger parce que j'avais suivi une masterclass avec lui dans un de mes programmes d'accompagnement. Et ça m'avait vraiment secoué parce que je m'étais dit ouais, en effet j'ai une relation hyper particulière à l'argent, qui est en fait pas du tout particulière parce que plein de gens ont la même, où pour moi l'argent c'est sale, faut pas en gagner, faut pas le prendre aux autres, etc. etc. Et donc ça m'avait vraiment intéressé, j'avais lu son livre et je me suis dit que ce serait intéressant pour les thérapeutes, les accompagnants, d'avoir des infos là-dessus, puisque quoi qu'il arrive, on gagne de l'argent, on a une entreprise qu'on doit faire marcher, et cette entreprise, si elle ne marche pas, on ne mange pas, tout simplement. Et comme c'est une question qui revient assez souvent, le est-ce que je peux réussir dans l'hypnose ou dans l'accompagnement, je pense que c'est cool aussi d'avoir une relation plutôt apaisée à l'argent, même si personnellement j'en suis pas encore là. Donc je vous laisse découvrir le podcast avec Christian Junot. Alors bonjour tout le monde et surtout bonjour Christian Junot et merci beaucoup de me faire l'honneur de venir dans ce podcast. Pour raconter rapidement, moi je t'avais vu dans le programme de Romain Collignon et j'avais trouvé ce que tu avais dit sur le rapport à l'argent absolument génial, ça m'a beaucoup fait bouger. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait que tu viennes sur ce podcast. Merci, bonjour Anna, merci de ton invitation, réjoui de voir que tu as été un peu bousculé dans le bon sens du terme parce que j'ai partagé dans ce cadre-là. Ouais, bousculé, c'est exactement ça. C'était alors pour te donner un peu le podcast, il accompagne les jeunes thérapeutes et moi j'accompagne aussi les jeunes thérapeutes à commencer à travailler. Et c'est marrant parce que cet après-midi on avait une espèce de hotline où justement le rapport à l'argent a été abordé et où la personne me disait que elle avait du mal à se faire payer parce que elle valait pas ça en tant que personne et elle confondait un petit peu ce qu'elle offrait et ce qu'elle donnait à qui elle était. Donc, j'imagine que ça t'étonne pas spécialement. Non, du tout. Comment t'en es arrivé à travailler sur l'argent, toi? Alors, je dirais il y a deux choses. Il y a un concours de circonstances et au fait que moi-même, j'avais une problématique de relation à l'argent dans le sens que je travaillais à la banque, j'avais d'excellents revenus et pourtant, j'avais une grosse peur de manquer alors que rationnellement, il ne manquait jamais d'argent. J'avais des épargnes, des économies, donc vraiment, tout allait bien. Mais malgré tout, j'ai peur de manquer. Donc, il m'a fallu beaucoup d'années pour voir cette peur parce que je me réfugiais derrière mon fonctionnement d'économiser toujours plus en pensant que ça irait mieux, mais sans voir à quel point j'étais stressé, sans mesurer à quel point j'étais stressé tout avec les questions d'argent. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. On dit que l'élève est prêt, le maître arrive. Et il s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur la relation d'argent. Je suis devenu son organisateur en Suisse francophone. Et puis, à force de suivre tous les ateliers que j'organisais pour lui, non seulement j'ai pacifié ma relation à l'argent, et donc cette peur de manquer a en tout cas en très grande partie disparu, mais en plus, sans le savoir, je me suis comme imprégné de sa manière de faire. Et puis un beau jour, alors que j'étais devenu indépendant, j'avais perdu mon job suite à la fameuse crise des subprimes, et j'étais extrêmement serein et tranquille avec 100 revenus alors que j'étais stressé avec d'excellents revenus avant. Donc j'ai pu mesurer la différence intérieure que tout cela représentait. Et un jour, il m'a dit, Christian, c'est bon, tu vas pouvoir faire ça à ma place en Suisse francophone dans tous les cas. Et petit à petit, comme j'ai vu que j'adorais faire ça, que ça avait de l'impact, que ça parlait à beaucoup de gens, de fil en aiguille, je me suis expansé géographiquement sur le web et puis c'est devenu mon expertise avec les années. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai animé mes premiers ateliers. Et là, tu as développé une formation en ligne en plus. Oui, j'ai une formation en ligne, je fais du présentiel, formation en ligne, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui sont d'ailleurs beaucoup des coachs et thérapeutes, pour la majorité, mais pas que. Et je travaille aussi avec des particuliers ou des associations professionnelles. J'ai travaillé avec les gagnants de l'euro-million. Voilà, tout le monde est confronté à l'argent, du surendetté au gagnant de l'euro-million. Tout le monde peut avoir, entre guillemets, des problématiques d'argent, mais qui se manifestent de manière diverse. Ok. Alors, quand toi, tu es en Suisse, nous, en France, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tabou lié à l'argent, où il faut pas en parler. On a presque honte de gagner notre vie, expression que j'aime pas trop, mais on a presque honte de dire qu'on gagne bien notre vie, demander de l'argent, c'est l'enfer.
Tu retrouves ça un peu partout ou... Alors oui, donc j'interviens en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg et au Québec. Alors je dirais, dans les 5 endroits, le thème de l'argent est tabou, y compris au Québec d'ailleurs. Par contre, en France, c'est tabou de chez tabou. Il y a une grosse crispation encore plus forte en France qu'elle l'est ailleurs. Donc c'est une vraie difficulté. Alors donc oui, effectivement, dès le moment où on n'ose pas parler d'argent, on n'ose pas dire qu'on en gagne. Effectivement, cette expression gagner sa vie que je recommande de bannir de son vocabulaire le plus vite possible parce ça met beaucoup de pression. Il y a l'expression gagner sa vie parce que gagner sa vie sous-entend qu'on peut la perdre. Et perdre la vie, ça veut dire mourir. Donc, quand on dit gagner sa vie, on parle uniquement de gagner de l'argent. Donc, ça, dans l'inconscient, ça veut dire qu'il y a une question de vie ou de mort qui se joue sans arrêt avec la question d'argent. Et si je pense qu'il y a une question de vie ou de mort, ça explique pourquoi tant d'êtres humains acceptent de continuer dans des emplois où ils souffrent, où ils se font du mal, tellement la pression de gagner de l'argent est forte et qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour cela, Hmm, malheureusement. ok. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a chez les thérapeutes, les coachs que tu vois, il y a une différence avec les autres personnes dans ce rapport à l'argent? Alors, je dirais peut-être une particularité, une singularité des coachs thérapeutes, mais ça peut être aussi des artistes et d'autres métiers encore, c'est que ce sont en général des deuxième ou troisième métiers, mais ce sont surtout des métiers de cœur, des activités de cœur. Et quand on passe d'une activité, je dirais, alimentaire ou qu'on a pu aimer un moment mais qu'on n'aime plus à une activité de cœur, on va y trouver du plaisir, parfois on a une certaine facilité, une certaine fluidité également. Et tout à coup, les personnes sont comme mal à l'aise en disant, mais je peux difficilement demander de l'argent alors que je ne souffre pas, alors que c'est facile. Alors que ceux qui souffrent méritent de l'argent en compensation à la souffrance. Tu vois, cette croyance que l'argent ne se mérite que contre de la souffrance. Et ça parle d'une croyance très, très forte. La croyance la plus forte en lien avec l'argent, c'est quelque chose de il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, voire souffrir pour gagner de l'argent. Ça, c'est des croyances les plus connues parce que c'est souvent les exemples qu'on a eus de la part de nos parents, grands-parents. C'est des fois des mots qui étaient dits voilà, l'argent ne tombe pas du ciel, ne pousse pas sur les arbres. Enfin, tu vois, il y Mhm. a gagner son pain, la sueur de son front, hein, voilà, des genres de choses. Tout ça parle effectivement d'une sorte de pénibilité au travail. L'étymologie du mot travail, d'ailleurs, vient de torture, de la notion de contorsion, de torture. Donc, dans le mot travail, il y a déjà la souffrance qui est déjà associée. C'est pour ça que je ne parle plus jamais de travail me concernant. Je parle d'une activité professionnelle, d'une activité de cœur, mais le mot travail ne correspond pas du tout dans l'énergie à ce que je fais. Et donc, si tu veux, effectivement, donc cette problématique-là fait que tant que j'ai du plaisir, je m'autorise. C'est comme si c'était tellement énorme d'avoir du plaisir que si en plus je gagnais de l'argent, ça serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent. Mhm. C'est marrant, cet après-midi, on faisait un petit test comme ça, je leur demandais, pour 1 heure de votre temps où vous feriez une activité qui sert à rien, combien vaudrait cette heure, combien vous accepteriez d'être payé pour faire ça? Et alors, ça tournait autour de 20 euros, 10 euros, 75 euros maximum. Et à côté, je leur demandais, et pour une activité qui va apporter quelque chose, par exemple, vous allez planter des tomates pour quelqu'un, combien vous voulez te payer? Et là, on tombait sur 0 euros, ça me fait plaisir, je rends service. C'était très étrange dès qu'il y avait une activité qui allait apporter à quelqu'un, et ben là, il fallait plus être payé. Parce qu'on prenait du plaisir à le faire. Oui, ouais, mais c'est ça. Donc, on voit effectivement le. Tu sais, mon mentor sur ce thème, Peter Koenig, avait cette phrase qui peut paraître provocante, mais qui ne l'était pas et que j'aime beaucoup. Il disait on devrait être payé en fonction du plaisir que nous avons. Plus nous avons du plaisir, plus nous serons payés. Ça serait le meilleur moyen pour que ceux qui n'aient pas de plaisir se bougent dans le sens de se trouver une activité plaisir parce que voilà, parce ils voudront aussi et avoir du plaisir et être mieux payés, plutôt que l'inverse. Mmh. Et, et c'est, je trouve intéressant parce que moi j'ai vraiment la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. On ne parlera pas de problème de retraite parce que qui a envie d'arrêter du jour au lendemain quelque chose qu'il aime faire? Ça n'a aucun sens. On va peut-être adapter le rythme, mais on ne va pas arrêter quelque chose qu'on aime faire. Il n'y a pas de raison à cela si on veut, hein. Mmh. Et donc, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça pas. Il y a vraiment une confusion, c'est justement de voir la valeur de notre contribution. La valeur de notre contribution, elle a une réelle valeur. Et puis, je dirais, dans des métiers de soins, des métiers d'accompagnement, de bien-être, quelqu'un qui va mieux, quelqu'un qui peut se libérer de problématiques qui lui pourrissent plus ou moins beaucoup la vie, je veux dire,
ça n'a pas de prix d'une certaine manière. Ouais. Ça n'a pas de prix et ils seraient prêts, si quand les résultats sont là, en tout cas, s'ils avaient su, ils auraient été prêts à mettre bien plus que ce qu'ils ont payé pour ce résultat-là. Parce que ce résultat-là, il est au-delà d'une question d'argent. Tu vois, d'avoir pacifié ma relation à l'argent, je veux dire, je suis incapable de mettre un prix dessus, mais c'est une valeur inimaginable parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire une activité de cœur que j'aime depuis 12 ans, de prendre mon pied tous les jours et puis ben, d'avoir en tout cas, de recevoir bien assez d'argent pour vivre dans tous les cas, même plus que je n'ai nécessaire, et en même temps de contribuer aussi beaucoup plus que je n'aurais jamais imaginé. Donc tout ça, ça n'a vraiment pas de prix. Ouais. Ouais, si on demandait à nos clients à la fin combien vous auriez payé pour ça, eux, ils augmenteraient, quoi. Ils diraient plus que les 70 € la séance qu'on peut faire payer, quoi. Il y a des résultats qui sont concrets et visibles pour eux, alors clairement, oui. Ouais. Ouais, c'est fou qu'on on soit bloqué, nous, comme ça. Alors, au début, et puis même pas au début, moi, ça va faire 12 ans que je suis dans ce métier-là, et ça a toujours été un problème de demander de l'argent, d'augmenter les prix. Et quand c'est plus un problème pour quelque chose que les séances de coaching, maintenant, je gère, donc c'est plus un problème. Mais quand je développe une nouvelle activité, bah, ça revient, quoi. C'est redifficile de mettre un prix, de tarifer, c'est complexe. Et justement, c'est intéressant, je pose la question à toi, parce que ça fera sûrement au miroir ou écho à plein d'autres personnes, que tu dis c'est difficile. C'est quoi le pire qui puisse arriver que tu mets un prix comme ça? C'est qu'on on pense que je sois une voleuse, je pense. Tu vois, voilà, c'est intéressant. Mm. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez typique. J'ai peur de passer pour une voleuse. J'ai peur de passer pour injuste parce que je ne suis pas accessible à suffisamment de monde. J'ai peur de passer pour profiteuse ou profiteur parce que je gagne l'argent, entre guillemets, je vais mettre plein de guillemets, c'est parce que je pense sur le dos de gens qui ne sont pas bien dans leur vie, Mm. etc., etc. Donc, tu vois, toutes ces croyances, on est en lien avec le regard des autres. Et je dis souvent, les gens veulent de l'argent pour être libre. Je dis, mais pour avoir l'argent, tout ce que vous voulez, vous ne serez pas libre pour autant. La vraie liberté, c'est d'être qui on est, de faire comme on sent que c'est juste de faire et d'être détaché du regard des autres. Parce que la plus grande prison que nous avons, c'est la peur du regard des autres. Mm. Si longtemps que j'ai peur de passer pour voleuse, pour prendre ton exemple, tu es déjà coincé, prisonnière de ta peur. Tu vois. Complètement. Alors que moi, il y a une chose que j'ai appris, là, j'ai fait beaucoup de communication violente et ça m'a appris beaucoup de choses, mais une chose importante que ça m'a appris, c'est que quoi que je fasse, que je dise, je ne pourrai jamais empêcher les autres de penser ce qu'ils veulent de moi. Mm. Donc, ma marge de manœuvre, mon entière et responsabilité à 100%, c'est comment je vais accueillir ça, comment je vais être à l'aise avec le regard des autres, même si on va me porter des jugements dessus. Le problème, c'est pas qu'on me porte des jugements dessus, c'est que si je le prends comme étant une réalité. Si on veut dire que je suis un radin, un voleur, que je suis vénal et tout ça, ben, ok, ben, oui, je suis ça, je suis aussi ça, je suis généreux et radin, je suis honnête et malhonnête, je suis tout et son contraire. Donc, si tu veux, c'est au fond, aussi longtemps que tu n'as pas accueilli, pour prendre ton exemple, la voleuse en toi, Mm. tu t'autorises à dire, bah oui, je suis moi-même une voleuse, je vole mon temps parfois. Hein, on peut voler ses projets de cœur, on en est déjà des voleurs de toute façon. On peut voler plein de choses, mais déjà, c'est soit de nous à nous. Et au moment où on s'autorise à dire, ben, je suis aussi une voleuse, mais je suis aussi honnête, tu vois, de travailler, d'accueillir une chose et son contraire, quelque part, ben, quand on nous dit ça, ben voilà, c'est juste le ravi, puis ça nous affecte plus en quelque sorte. Mm. Mais dès que ça nous affecte, on a peur de ça. Ouais. Tu disais, je sais plus où est-ce que je l'avais lu ou vu, peut-être dans ton livre, que la relation à l'argent, finalement, c'était un vecteur fou pour travailler sur soi. Alors oui, c'est une porte d'entrée très puissante. Et tu sais, aujourd'hui, je vois que je n'ai pas trouvé de meilleur chemin pour une relation à l'argent apaisée que d'accroître l'amour de soi. Il n'y a pas autre chose. Et justement, tu vois, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes pris dans un piège, c'est on veut juste montrer le beau côté de nous. Hein, je suis le généreux, l'honnête, le tout ça, le formidable, etc. Et puis on veut cacher les parties, les Mm. polarités qui sont considérées comme négatives. On a compris une sorte de fonctionnement qu'il y a des comportements qui sont bien et des comportements qui sont mal. C'est vraiment très binaire. Alors que tant qu'on est là-dedans, on est en conflit intérieur. Je veux me montrer comme si, je veux pas qu'on me voit comme ça. Si je me comporte comme si, on va penser ça de moi. Ça, ce sont des conflits intérieurs. Donc, ça veut dire que parce qu'il y a des parties de soi qu'on rejette. Et tant qu'on rejette des parties de soi, ce n'est pas de l'amour de soi. Si je ne m'aime pas entièrement tel que je suis, je ne suis pas dans l'amour, pleinement dans l'amour de moi. Donc, au moment où j'accueille toutes les parties de moi, parce que je suis tout et son contraire, c'est ça l'unité. Ce n'est pas juste d'être une partie et pas le reste. L'unité, c'est d'être tout et son contraire.
eh ben, à un moment donné, j'apprends toujours plus à m'aimer parce que j'ai toujours moins de conflits intérieurs. Et ce ne veut pas dire que je suis parfait, ça veut juste dire que j'aime l'être que je suis, l'être en chemin tel qu'il est, Mhm. sans vouloir le changer, juste comme je suis. Et puis ce que je suis dans une année, 2 ans, 5 ans sera autrement et je l'aimerai aussi. Ouais. Ouais, c'est une espèce d'amour inconditionnel qu'on peut développer pour toutes les parties de nous, quoi. En tout cas, absolument. En tout cas, tendre vers, en tout cas, ce serait Ouais, l'objectif. tendre vers. Oui, parce que c'est le chemin d'une vie, peut-être. Absolument. Au moins. Tu parlais qu'on avait pas mal de croyances liées à gagner de l'argent, donc que ça devait être dur, mais il y a aussi pas mal de croyances qui sont liées elles-mêmes à l'argent. Donc quoi, moi, j'avais fait un peu les exercices. J'avais trouvé que pour moi, l'argent, c'est tout de suite négatif, c'est sale, ça amène des conflits, enfin voilà, c'est un problème. Et donc moi, mon problème, c'est de gagner de l'argent et de le garder. J'ai les deux. Ah oui, ben déjà, si tu veux, comme toi, on a ce que j'appelle des projections négatives sur l'argent. Autrement, je colle sur l'argent des choses plutôt négatives. Justement, ben, parce qu'on parle d'argent, on va montrer un peu. Voilà. Voilà, donc tu vois, il y a l'argent et au fond, on va y coller des choses, on va y projeter, coller des choses dessus. Alors, quand j'y colle des choses négatives, l'argent c'est sale, l'argent c'est source de conflit, c'est logique et cohérent que j'attire le moins d'argent possible à moi, plus dans ma croyance, plus j'aurai d'argent à moi, plus j'aurai de conflits, plus je serai moi-même quelqu'un de sale ou je ne sais pas quoi. Donc, quelque part, on va plutôt garder l'argent à distance et en même temps, on court quand même après parce que sans argent, c'est compliqué. Et ça veut dire effectivement que dès que j'ai de l'argent, je vais vite m'en débarrasser puisque je me débarrasse de ce que je projette sur l'argent. Mhm. Les personnes, comme je l'ai fait pendant longtemps, avaient projeté l'argent, c'est la sécurité ou l'argent, c'est la liberté. À l'inverse, ils vont essayer de vouloir accumuler de l'argent parce qu'ils auront créé une nouvelle croyance qui est plus j'ai d'argent, je suis sécure ou plus j'ai d'argent, je suis libre. Bon, c'est une croyance qui ne marche pas, c'est une croyance infondée, mais tant qu'on n'a pas conscience de ça, je fais un amalgame, argent et sécurité, c'est une seule et même chose. Donc moi, j'ai couru après l'argent pendant des dizaines d'années, pour autant j'avais peur de manquer, et en même temps, si tu veux, ben, j'avais jamais assez d'argent, j'essayais toujours d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus, parce que je restais insécure à l'intérieur de moi. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ma sécurité intérieure, c'était ça, l'argent, c'était ça, et que c'était deux choses différentes. Et que mon problème n'était pas à ce niveau-là, je n'en manquais pas. Mon problème était à ce niveau-là, c'est que j'étais insécure intérieurement et j'avais à m'occuper de cette insécurité pour cesser de vouloir la compenser avec de l'argent parce qu'on ne peut jamais compenser quelque chose qui manque à l'intérieur par quoi que ce soit à l'extérieur. On voit ça dans les couples. Hein. J'aimerais que l'autre me donne de la reconnaissance parce que moi, je ne suis pas capable de me donner de la reconnaissance. Ça ne marche pas non plus. Quoi. Pas longtemps. Ouais. Donc quoi qu'on mette comme représentation sur l'argent, finalement, c'est quelque chose d'assez limitant puisque ça reste qu'un bout de papier. Enfin, qu'un Alors, bout de papier très utile, hein, mais absolument, l'argent est très utile, nous sommes bien d'accord, mais si tu veux, le problème, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je donne le pouvoir à l'argent de me sécuriser, de me rendre libre, je donne le pouvoir à l'argent d'être la source de conflit, par exemple. Alors voilà, ben, si je prends juste l'exemple des conflits, puis c'était un des tiens, j'aime bien donner l'image suivante en disant, parce que souvent on dit, bah oui, alors, il y a plein de conflits, des questions d'argent. Oui, je dis d'accord, non, l'objet du conflit est la source de conflit, selon toi. Ah ben oui, c'est l'argent, la source de conflit. D'accord. Alors, prenons un autre exemple. Regardons un couple qui se divorce et qui se bagarre pour la garde des enfants. Alors, si je reprends ton exemple, les enfants sont la source du problème. C'est à cause des enfants, c'est les enfants le problème. Et vous, les enfants, c'est pas bien. D'accord, ça ne tient pas la route quand on dit les choses comme ça. en effet. Tu enlèves les enfants, tu mets l'argent à la place, tout à coup, ce serait la faute de l'argent. C'est plus cohérent du tout. Il y a des personnes qui choisissent de se mettre en conflit pour les enfants, pour l'argent, pour la théière de ma mère au moment d'une succession, je ne sais pas quoi. Et pour X ou Y raison, il y a d'autres enjeux et on choisit un intermédiaire pour régler nos comptes affectifs, nos comptes et autres. On choisit un intermédiaire, en l'occurrence l'argent, mais ça peut être autre chose. Donc l'argent n'a pas le pouvoir de créer des conflits, ce sont les êtres humains qui le décident, qui le choisissent. Ouais, donc vraiment super intéressant d'aller travailler sur notre relation à l'argent, comment on voit l'argent. C'est vrai que nous, il y a une espèce de truc en plus qui vogue, alors moi je suis plus dans l'hypnose, mais qui vogue dans l'hypnose, c'est les hypnothérapeutes n'ont jamais d'argent. Mmh. Alors que on balance en formation une thune, pas permis, en allant se former sur plein d'outils différents. Mmh. Donc c'est intéressant. Oui. Et encore une fois, tu vois, si j'avais interviewé une fois Arnaud Rioux, je ne sais pas si toi qui es Arnaud Rioux,
Mm. qui est un gars qui a écrit plein de bouquins, qui est chaman et tout ça, et voilà, qui est quelqu'un considéré comme très spirituel. Et souvent, dans la spiritualité, on dit non, spiritualité, argent, ça va pas ensemble. On disait, mais faut arrêter de raconter des histoires. Moquer d'argent, ça ne m'aide pas à être dans la spiritualité, je veux dire. À un moment donné, moquer d'argent ne m'aide pas à être un bon hypnothérapeute. Ça n'aide d'aucun soutien. Au contraire, ça va générer du stress. Et ce stress-là va peut-être impacter même la qualité des séances. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir que euh, maintenant, moi, je dis à un moment donné, autorisons-nous à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi, mais comme une conséquence d'une activité qu'on fait avec le cœur, qui a de l'impact et qui permet au changement. Et plus il y aura de gens qu'on aura permis ou contribué à leur changement, ben, plus on aura potentiellement gagné de l'argent, tant mieux, tout le monde se portera bien. Mm. Ah, c'est marrant, dès que tu dis autorisons-nous à gagner de l'argent sans limite, alors, bon, peut-être que ça parlera à des gens, donc je parle de moi là, c'est normal, mais moi tout de suite ça me fait un oh là là, sans limite, tu vois, comme s'il y avait une espèce de plafond, de Ouais. oula, oula. Alors oui, si tu veux, après, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que si je prends l'exemple dans le fonctionnement classique qui dit je fais des séances d'une heure, je suis payé dans l'heure, forcément qu'il y a une limite. Il y a forcément un plafond parce que je ne peux pas travailler plus que 7 jours par semaine, 8 heures par jour, 9 jours par jour. Enfin, il y a un Mhm. moment, j'arriverai à l'épuisement. Donc ma limite, si tu veux, ça sera mon temps, puisque mon temps est échangé contre de l'argent. Ouais. Et c'est le modèle classique, et je ne dis pas que ce soit un mauvais modèle, il faut juste être conscient que ce modèle-là me limite parce que ma seule manière de changer les choses, c'est quoi? C'est soit d'augmenter mes tarifs, par exemple, ou Mhm. éventuellement d'arriver à être toujours plus efficace pour faire des séances de 45 minutes, et d'en faire un peu plus, pareil, pour Ouais. prendre cet exemple-là. Voilà, mais ça, c'est un modèle qui vraiment a toute sa place, mais juste de connaître les limites et d'être parfaitement à l'aise avec ça. Après, il y a d'autres modèles. Ben, moi, j'ai écrit des livres, par exemple. Ben, les livres, ils se vendent sans que je sois, je suis devant toi, il y a des gens qui achètent mon livre, je suis en train de gagner de l'argent, de recevoir de l'argent, alors que je ne suis pas en train de faire quelque chose. Quand je fais des formations, des ateliers, des formations sur Internet, je n'ai pas de personnes maximum, que j'en ai 100 ou 200. Je ne veux pas dire que c'est le même travail, ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons que ce n'est pas 2 fois plus de travail dans 200 que 100 du tout. C'est un Mhm. petit quelque chose, mais simplement, ben, j'ai beaucoup plus de revenus que si j'en ai 100 ou j'en ai 50 ou j'en ai 20. Et les investissements financiers, souvent, ne sont pas très différents. Donc, si tu veux, c'est là aussi qu'on peut voir qu'il y a des modèles qui permettent plus de revenus. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas mon but, c'est la conséquence. Si j'ai plus de revenus, ce que me dit c'est génial, ça veut dire que j'ai contribué à plus de transformation et c'est ma mission. Ma mission, c'est de contribuer à un maximum de transformation. Je dis, bon, ben, si je réussis à accomplir cette mission-là, conséquence, j'aurai certainement plus de revenus que j'en ai autrement. C'est juste une Mhm. conséquence. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des plafonds qui sont, alors là c'est vraiment en termes de temps et de modèles économiques qu'on a créés, mais des plafonds plus mentaux, j'allais dire, ou émotionnels? Complètement, hein, complètement. Pour moi, j'ai défini 3 formes de plafond de verre. Un plafond en termes de revenus. Inconsciemment, je bute, je n'arrive pas à gagner plus qu'un certain montant. Mais des gens qui me disent, même salariés, qui disent, ah, ben, dès que j'aurais pu gagner plus, je me suis barré de la place. Enfin, qui ont vu, qui ont eu comme des actes de sabotage. Tu vois. Donc, il y a en termes de revenus, en termes d'avoir, qu'on appellerait fortune. En fortune, qu'on parle de 3 000, 5 000, 10 000 ou 100 000 euros, c'est la même chose. C'était quand même une forme d'épargne, de fortune, de placement, c'est égal. Donc, c'est comme si on n'arrive pas à plus qu'un certain montant, ou dès qu'on s'approche d'un certain montant, soit l'argent va foutre le camp, soit je vais vite le dépenser, je vais vite l'utiliser, voire le gaspiller. C'est Mhm. comme s'il y avait une limite. Et puis le troisième, c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est celui qui peut impacter les deux autres aussi. C'est en termes de réussite, de succès. Je mets des guillemets sur le mot réussite et succès. J'arrive à avoir un peu de réussite, un peu de succès, mais pas le grand succès, la grande réussite. Et j'ai associé une troisième chose qui est la visibilité. La visibilité parce que je vois que beaucoup de personnes ont un problème de visibilité. Et si je ne me montre que je ne suis pas visible, eh ben, je n'arriverai pas à attirer des clients à moi, avoir plus de réussite. Et si je n'ai pas plus de réussite, je ne gagnerai pas plus d'argent, etc. Et voir, j'aurai pas plus d'économie. Donc, parfois, ça commence par la visibilité. Donc, si tu veux, il y a vraiment des barrières. Et c'est important d'aller voir pour les trois, parce qu'on peut en avoir un, deux, trois, mais pour moi, au moins 95% des personnes, en tout cas, ont un de ces 3 plafonds de verre-là, les Mhm. indépendants encore plus. Donc, au moins un, voire deux ou trois, et d'aller voir aussi effectivement qu'est-ce qui se joue derrière. Ce montant-là, si je prends les premiers, ça représente quoi ces montants-là? Parce que je prends un exemple, si j'ai une croyance qu'il
une croyance qui vient souvent d'ailleurs de la familiale, que les riches sont des malhonnêtes, ou les riches sont des profiteurs, ou les riches gagnent leur argent sur le dos des autres. J'aurais toujours peur d'avoir l'impression que je gagne pas mal d'argent, que j'ai accumulé un certain montant, de peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur, ou je ne sais pas quoi. Mhm. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent venir de nos enfances, de notre éducation, Et, etc., sur lesquelles il faut bosser, quoi. et de la généalogie, vous voyez. Et de la généalogie. Pas faire bon, dans le mot bosser, dans le mot bosser, d'avoir déjà Travailler. une perception d'il faut y aller dur et tout, tu vois, souffrir. Oui. Voilà, moi, mon invitation, ben, c'est déjà de poser un cadre, on se sent bien. Ben, finalement, vous faites ça dans les séances aussi. Mm. Et après, on va partir à un jeu de découverte. On va partir à un jeu de découverte de quel genre de famille je suis issu, quelles étaient les croyances des uns et des autres, qu'est-ce qui se jouait là et de voir dans quoi je suis peut-être pris dans une forme de loyauté. Hein, la Mm. loyauté, c'est vraiment une sorte de on va se comporter de la même manière, on va avoir la même croyance, etc. On va, voilà, par loyauté, par souci d'appartenance ou par peur d'être trop différent de là d'où je viens. Et quelque part, souvent, ce sont des choses limitantes, ce sont des choses qui nous tirent en arrière. Mm. Est-ce qu'il faudrait devenir déloyal de temps en temps? Absolument, si tu veux, c'est comme faire son marché. Je vais choisir à quoi j'ai envie de rester loyal et à Mm. quoi je suis déloyal. Je vais donner mon propre exemple. Euh, du côté de ma lignée paternelle, j'ai toute une série d'entrepreneurs, enfin, c'est une petite famille, mais ils sont pratiquement tous santé entrepreneurs, à part mon petit frère qui ne le sera sûrement jamais. Mais simplement, ils ont un point commun, ils ont tous fait faillite. Tous. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, je peux vraiment être loyal au côté, entre guillemets, aventurier, entrepreneur, vraiment avec beaucoup d'honnêteté, hein, des gens foncièrement honnêtes, avec vraiment des belles valeurs, mais je suis déloyal au fait de payer le prix dès qu'on a un peu de réussite. C'est ça qui se passait. Dès qu'il y a un peu de réussite, c'était bout, la chute verticale, et on revenait de là d'où on venait, soit des familles paysannes pauvres qui s'en sortaient, qui étaient très limitées. Là, c'est comme si inconsciemment, on revenait de là où on venait, de là de ce Mm. qu'ils ont connu dans leur jeunesse, de leur enfance. Et quelque part, voilà, donc moi j'ai eu à être déloyal à ce fonctionnement d'avoir à payer le prix dès que j'ai une certaine réussite, ce qui fait que pour l'instant j'ai une belle réussite et ça se passe très bien. Donc, mais autrement, j'aurais fait comme eux, assurément, moi je ne suis pas meilleur qu'eux, je suis juste le premier à l'avoir vu, le premier à l'avoir traité et d'avoir pu effectivement sortir de ce fonctionnement. Mm. Ouais, donc la peur de la réussite, c'est quelque chose qui va venir, qui peut venir en tout cas jouer pas mal. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai entendues des fois, bah, chez moi ou chez des stagiaires. C'est la peur de la réussite, la peur du prix à payer, c'était exactement ça. Quel prix on va payer en réussissant, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi, alors après, ça dépend de chaque métier, évidemment, mais souvent, quand je pose la question, je dis, mais c'est quoi le pire qui puisse t'arriver si tu as une grande réussite? Et les gens vont dire, ah, mais je vais me perdre, Mm. je vais crouler sous le travail, je n'aurai plus de temps pour ma famille, je n'aurai plus d'équilibre de vie. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses comme ça. Donc, c'est sûr que moi, je suis là pour mettre de la conscience. Et si, au moment où ils prennent conscience qu'ils ont peur de l'impact du prix à payer, ils ont toutes les bonnes raisons de ne pas avoir plus de réussite. Donc, si tu veux, c'est ce que j'appelle le bénéfice caché. Mm. Quelque part, il y a un bon bénéfice caché de rester là-dedans, même si ça ne me convient pas vraiment, mais j'y trouve mon compte parce que je prends au moins pas le risque de vivre ce qui me fait si peur. Par exemple, de faire un burn-out, une fois, de plus voir mes enfants, je ne sais quoi. Mais simplement, ce que les gens oublient très souvent, c'est que, ben, tout à moi, dès que j'ai commencé un peu de réussite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai engagé du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui s'occupent de mon administratif, de ma chaîne, de mon marketing, enfin, de toutes ces choses-là que j'ai pu déléguer pour me concentrer seulement sur ce que j'aime faire et finalement déléguer le reste avec des personnes qui aiment faire cela, qui le font bien mieux que moi. Donc, la réussite que j'ai aujourd'hui ne veut pas dire que je travaille plus du tout. Ça veut dire que peut-être j'en fais autant qu'avant, mais simplement je fais par contre beaucoup plus ce que j'aime que ce que je faisais avant. Mm. Oui, t'as plus toutes les tâches reloues qu'on peut avoir, nous, administratifs. Que j'ai toutes faites au début pendant un certain temps, Ouais, bah évidemment. oui, c'est ça. Ok. Comment tu travailles, toi, sur tout ça? Toutes ces croyances, toutes ces peurs. Alors bon, j'ai un certain nombre de processus que j'utilise. Des loyautés, c'est des processus qui ont été mis en place par Peter Koenig, mon mentor, après que j'ai un peu changé aussi, parce que je suis aussi formé à pas mal d'approches dans celle des constellations systémiques familiales. Mhm. Voilà, mais lui a beaucoup travaillé aussi, lui a créé des processus pour accueillir les ombres et
et aussi cesser de projeter des choses sur l'extérieur, si tu veux. Donc, c'est vraiment des processus pour oser, simplement pour oser être soi, oser être pleinement soi, plutôt que de laisser des parties de soi. Tu vois, je peux projeter ma valeur sur mon chiffre d'affaires, sur ma voiture, par exemple. Donc, je suis déjà plus de ma valeur de moi à moi. Je suis en train de me perdre à l'extérieur. Donc, je peux projeter ma sécurité sur l'argent, ou je peux projeter des choses négatives à l'extérieur aussi. Ce sont chaque fois donc des parties de moi qui ne sont plus habitées et que j'ai à me réapproprier, à les accueillir, parce qu'une fois, je suis tout ça. L'unité, j'ai à recréer de l'unité en moi. Et chaque fois que je projette ces choses à l'extérieur, je suis déjà en train de me perdre moi-même. Mm. C'est assez clair. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que ce sont des processus qui ne sont pas très compliqués en tant que tels, mais les processus énergétiques, finalement, on travaille avec l'énergie des mots. Ok. Énergétique, parce que tu travailles avec l'énergie, avec le… L'énergie des mots, c'est les mots, toute l'énergie. Ouais. Comme je parlais des expressions que vous dites tout à Oui, l'heure, gagner sa vie a une énergie, c'est une énergie lourde, par oui, exemple. c'est Il vrai. faut gagner sa vie, on doit bien gagner sa vie, on n'a pas le choix de gagner sa vie, il y a de la lourdeur, tu vois. Mm. Donc, si tu veux, derrière les mots comme le mot travail aussi. Donc, c'est vraiment de voir, enfin, parce que vous le savez avec vos spécialités, mais quelque part, toutes nos blessures, toutes nos peurs et tout ça sont enquistées dans le corps. Et justement, les mots que les phrases, les mots que les phrases que j'utilise, si tu veux, elles vont venir avoir un impact physique, corporel, si tu veux. Et c'est ça qui va permettre de libérer les choses qui sont coincées. Ok, ok. Là, c'est un super travail, je me dis, et ça doit pas non plus être hyper simple, parce que tu vois, moi, je me dis, même pour l'entourage, alors attends, j'essaye de préciser ma pensée. Euh, Bah, de sortir ces groupes d'appartenance où tu peux t'autoriser à gagner plus d'argent que n'en ont gagné par exemple tes parents ou ta famille, et on retombe peut-être sur la visibilité en fait. Alors, oui, ben, ça, c'est une des problématiques que je rencontre. Mais au fond, moi qui ai des enfants, est-ce que si vraiment j'aime mes enfants, est-ce que j'aimerais qu'ils se Mm. limitent à me dépasser? Ben, si je le pense, c'est que je les aime pas. Moi, j'ai envie qu'ils aient la plus belle réussite possible, qu'ils prennent leur pied. Après, ils gagnent beaucoup d'argent ou pas, ben, ça dépendra de ce qu'ils ont envie ou pas aussi, mais c'est pas ça l'objectif. En tout cas, ils prennent leur pied. Puis s'ils gagnent bien plus que moi, ils ont beaucoup plus de réussite que moi, qu'ils visent plus grand que j'ai visé, ben, ce serait génial. Tu vois, à un moment donné, je crois aussi c'est de sortir de là parce qu'encore une fois, la plupart du temps, je vois les personnes se racontent des histoires. J'ai peur de ce que penseront mes parents si je gagne beaucoup d'argent, ou mon Mm. frère, ou ma soeur, ou mes amis, machin. Est-ce d'aller vérifier avec eux si tes parents, ça leur posera un problème, que tu as une belle réussite et que tu as des revenus confortables. La grande majorité des personnes ne sont jamais allées vérifier ça. C'est une peur, un film, une histoire qu'ils se racontent. Et puis, si à un moment donné, ils savaient que je vérifiais, puis mon père ou ma mère ou mon frère n'ont pas du tout envie que j'ai de la réussite, je dis, bon, ben, ok, ben, visiblement, ils ne doivent pas m'aimer tant que ça. S'ils ont envie que je reste petit, que je me limite. Parce que moi, à mes meilleurs amis, à mes enfants, je leur dirais jamais de se limiter, ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi je me le dirais à moi-même? Ça n'a aucun sens aussi. Mm. Et c'est marrant avec la question que je t'ai posée, j'ai capté que en fait je mets vraiment la réussite sur l'argent quoi. C'est Oui, c'est ça. je réussis si je gagne X argent, alors que non en fait il y a plein de réussites différentes. Alors, déjà, si tu veux, je suis assez bien placé pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réussites financières, mais qui vivent des catastrophes au niveau familial. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer dans la réussite financière parce qu'ils passent tout leur temps dans leur activité au détriment d'autres choses et au détriment de leur santé. Donc, tu vois, la réussite est toute relative. Si tu gagnes beaucoup d'argent puis que tu fais une crise cardiaque tellement tu as travaillé, tu vois, tu dis bonjour la réussite à un moment donné. Et après, il y a la question d'éthique. Eh ben, je peux gagner beaucoup d'argent, mais de manière complètement malhonnête. Est-ce que ça fera de moi une réussite? Ça dit juste que nous avons généré un certain montant d'argent. Mm. Mais après, le mot réussite, si tu veux, c'est un mot qui veut de toute façon rien dire en tant que tel, dans le sens c'est tellement personnel. Chacun va définir c'est quoi une vie réussie pour moi. Parce que tu vois, c'est pas bien, une vie réussie, ça englobe beaucoup plus de choses. Mhm. Parce que si je reste sur l'aspect financier, ça reste très limitatif. Encore une fois, parce que ça veut dire que c'est comme si l'argent devenait un but, en quelque sorte. Mm. Mais peut-être effectivement que, comme je disais, si c'est une conséquence, ben, si tu as un certain revenu, se dire, OK, ben, visiblement, j'ai un certain succès auprès de mes clients qui reviennent,
qui investissent ou achètent mes prestations, mes services, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est plus comme une sorte d'indicateur que mes affaires fonctionnent plutôt bien. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, pour les débutants qui, dans la thérapie, qui osent pas trop se faire payer, qui ont du Oui. mal à demander à la fin de la séance, tu sais, ça fera 60 € s'il vous plaît. Ouais, déjà, il y a deux choses. La première, c'est d'aller voir quelles sont les peurs qui sont derrière au moment. Aussi longtemps que j'ai la peine à nommer mon prix, c'est quelle peur. Je ne trouve aucune raison. Si je n'ai pas peur, je peux le dire avec beaucoup d'aisance. Mm. Donc, quelle est la peur derrière? Donc, déjà, aller voir quelle est la peur. Toi, tu parlais de la voleuse tout à l'heure, de passer pour voleuse et autres. Quelles sont les peurs derrière? Après, il y a des croyances qui sont pour des croyances erronées, qui est de si mes tarifs sont plus bas, hein, eh ben, j'aurai plus de clients. Ben non, c'est pas la réalité que je Mm. vois. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à mettre des tarifs plus élevés et puis qui sont full, qui sont vraiment complets. Pour d'autres, mettent des tarifs très bas, ils n'ont pas beaucoup de monde pour autant. Parce que je mets des tarifs bas par peur. Et tant que je suis dans la peur, je suis dans les vibrations basses. Tant que je suis dans les vibrations basses, je n'ai rien d'attirant derrière. Et en plus, personnellement, moi, je n'ai pas envie d'attirer des gens qui vont regarder que le prix. Il y a des gens qui vont regarder que le prix pour choisir quelqu'un. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces gens-là. Ils ont le droit. Mais ça veut dire que s'il n'y a que le prix qui les intéresse, ce n'est pas des gens que je cherche. Moi, j'ai envie d'attirer des gens qui aiment mon énergie, qui sont motivés par ce que je fais, qui disent OK, ça, c'est la bonne personne, je le sens. Si vous le sentez, c'est bien. Si je ne suis pas la bonne personne, allez ailleurs, tout est parfait. Donc, à un moment donné, si tu veux, c'est vraiment de voir un peu les histoires qu'on se raconte et les peurs. Donc, s'il y a des peurs derrière, ça va dire, ça va demander de les traiter, ces peurs-là. De la même manière que vous allez traiter les peurs auprès de vos clients, eh ben, traitons nos propres peurs parce que toutes les peurs sont nos moteurs, on est automatiquement embarqué dans quelque chose d'une spirale négative. On ne peut pas être joyeux et heureux dans la vie dans la peur. Ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas compatible. Mm. Donc, on n'est pas toujours dans la peur, forcément, mais trop souvent, ça peut être le cas. Ouais. Et puis aussi, peut-être, ça pourrait vouloir dire déjà s'entraîner à dire son prix, peut-être, hein, avec des collègues, avec des amis devant son miroir. Voilà, ma séance, c'est 60 €. Voilà, mes 3 séances, c'est 220 €, je ne sais pas quoi. Vraiment, te le dire dans le miroir, vraiment avec aisance. Un de mes amis disait d'ailleurs, entraînez-vous à dire un montant 5 ou 10 fois supérieur, voilà, au prix de la séance. Donc, finalement, que plus vous direz le prix supérieur, au moins vous direz votre prix réel, ça vous paraîtra tellement peanuts, ça vous fera un petit chaud ni froid. Donc, j'ai jamais testé ça, je n'ai pas eu besoin, mais ça pourrait être une chose aussi à faire aussi. Mais vraiment, ouais, de s'entraîner et puis de voir que justement, les questions d'argent, ben, à un moment donné, si tu veux, il y a des gens qui sont prêts à payer plus que les prix qu'on met souvent. Mm. Moi, ça m'est arrivé des gens qui avaient des sommes, qui m'avaient des sommes ridicules. Je leur ai dit, écoute, moi, je trouve que ce que je reçois vaut plus. Et c'est vraiment moi qui ai demandé pour payer plus. Alors, souvent, il était, oh, c'est pas possible. Vous voyez bien que ça parlait bien de nos relations d'argent. Et je disais, bah, écoute, moi, je prenais un peu comment est-ce je pourrais faire pour honorer ce que j'ai reçu, etc. Donc, je faisais un peu bosser les relations d'argent, évidemment, mais pour dire que, tu vois, quand je mets un prix bas, parce que je veux être accessible à un maximum de monde, parce que j'aime pas l'injustice, etc., etc., qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer plus et qui ont les moyens de payer plus et qui paieront 40, 50 euros alors qu'ils auraient été prêts à payer 80. Donc, je me coupe déjà de revenus potentiels. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui ne viendront pas vers moi parce qu'ils disent à ce prix-là, il ne doit pas être terrible. Mm. Donc, ça va aussi avoir cette incidence-là. Alors que moi, j'estime que c'est mieux de mettre un prix qui me paraît juste et quitte à être prêt à discuter avec des personnes qui auraient des difficultés financières pour trouver le meilleur arrangement possible. Moi, j'ai toujours été ouvert à discuter avec des personnes. La plupart du temps, on trouve un arrangement. Exceptionnellement, ça arrivait que non. Mais en tous les cas, ben, si tu veux, tant qu'on peut au moins essayer de tester, etc. Mm. C'est marrant parce que tu disais s'entraîner à dire son prix, et ça m'a tout de suite rappelé, souvent quand on débute dans l'hypnose, on s'entraîne avec des gens, et on fait jamais payer les séances. Alors on fait du troc, des choses comme ça, et on fait pas payer. Je me dis en fait ça doit mettre aussi un truc dans notre tête, de quand on s'entraîne, bah on fait pas payer, donc c'est encore plus dur de dire notre prix quand on doit vraiment le dire, quoi. Avec des... Après, je ne sais pas, est-ce que vous auriez le droit de faire payer ou pas? Alors, il y en a qui s'entraînent en ayant un cabinet, il y en a qui font au black, voilà, c'est... Mais je connais des praticiens qui ont un cabinet et qui continuent dans ce mood de bon bah je fais pas payer quoi. Parce que je débute donc je fais pas payer.
Mais si tu veux, c'est intéressant de voir les histoires qu'on se raconte. Ça, je te pose la question, parce qu'il pourrait y avoir une autre approche parfois où c'est interdit de faire payer une séance Oui, tant qu'on n'est pas certifié. Ça peut arriver, oui, mais oui. c'est rare. Moi, je me suis formé au coaching. Je suis coach certifié. Et qu'est-ce que je voyais? Il y a ceux qui, effectivement, en cours de formation de coaching et des séances se faisaient payer. Oui. Ils disaient, ah ben non, je ne vais pas me faire payer, je ne suis pas certifié. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où les gens sont certifiés, ben, ceux qui se sont déjà payés vont peut-être encore être plus à l'aise pour demander de l'argent, etc. Puis les autres vont dire, oh, mais je vais demander un prix bas parce que je ne suis pas expérimenté. Tu vois, il y a toujours un truc, on va toujours trouver une histoire, excusez-moi l'expression, une histoire de merde qu'on se raconte pour justifier de garder un prix bas. Le problème, c'est de moi à moi, c'est les histoires que je me raconte. Parce qu'aujourd'hui, je vois très clairement qu'il y a des gens qui sont jeunes et qui font un travail d'une qualité incroyable. Déjà, je vois des jeunes à 20, 22, 25 ans qui ont des qualités d'accompagnement incroyables et qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience parce qu'ils ont des dons, ils ont des choses comme ça. Et puis d'autres qui ont 10, 15 ans d'expérience et puis qui sont très moyens, je veux dire. S'il suffisait d'avoir de l'expérience pour être bon, ça se saurait. Regardez, on a tous eu des profs qui étaient près de la retraite avec 30, 40 ans d'expérience qui étaient des catastrophes. Donc, on voit bien que ce n'est pas vrai. C'est pas qu'une expérience peut évidemment aider si j'en fais quelque chose et si je suis dans l'esprit de grandir, de la croissance, mais autrement, pour ceux qui n'ont pas envie de grandir, qui n'ont pas envie d'apprendre de leurs erreurs, qui sont dans leur rigidité, ces gens-là, ben, plus les années passent, pire c'est souvent. Stop. Eh ben super, merci beaucoup, Christian. C'était hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté. Ça donne envie d'aller travailler juste sur ça, tu vois, juste sur le rapport à l'argent et pour voir ce que ça peut creuser derrière, sur quelles croyances on peut tomber. Oui, et puis c'est très riche, si tu veux, parce que comme la manière dont je l'appréhende, si tu veux, c'est fait qu'on est plus sur un chemin d'amour de soi. Au fond, ce que je vois, c'est que les personnes qui transforment petit à petit leur relation à l'argent, quelque part, c'est leur relation de elle à elle qu'elle change en premier lieu, mais après de elle aux autres, de elle à la vie et de elle à l'argent. Parce que je travaille beaucoup aussi sur la notion de confiance en la vie, confiance en plus grand que soi, vraiment d'être aligné avec quelque chose de plus grand et qui fait qu'on va attirer les bonnes personnes, les bonnes choses, etc. au bon moment. Donc, si tu veux, ça a des incidences beaucoup plus vastes que les histoires d'argent parce qu'on est vraiment au plus profond de l'être humain dans ce qu'on vient voir et visiter. Ouais. Je recommande d'ailleurs ton livre, c'est ce que l'argent dit de vous, hein, il me semble. T'en as d'autres, il me semble, t'en as un avec Lilo Massé, non? Alors, j'ai un deuxième qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, qui est un travail sur les ombres et projections, mais sur d'autres thèmes que l'argent. Et puis sur les effets miroirs également. Puis le troisième livre avec Lilo Massé, qui est un cahier d'exercice, le défi des 100 jours, la relation à l'argent et l'abondance. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Avec plaisir. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous a intéressé. Encore merci à Christian d'avoir bien voulu passer ce moment avec moi. En commentaire, je vous mets son livre, ses livres même, et ses formations, son site, etc. Je vous mets aussi en commentaire le site d'Oser se lancer où vous pourrez retrouver pas mal d'articles. Vous retrouvez également le kit HypnoSafe offert et puis un nouveau kit, un kit d'installation pour les débutants, surtout pour ceux qui veulent créer une auto-entreprise avec toutes les démarches à faire, etc. Ce sera dans la barre ressources sur le site Oser se lancer. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, vous pouvez rejoindre l'accompagnement de 6 mois d'Oser se lancer pour avoir vos 100 premiers clients de façon sereine et sans se prendre la tête tous les jours à procrastiner, à s'auto-saboter, etc. Je vous mets tous les liens dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous.